La communication intuitive, pour moi, mais pour nous tous, c'est en fait un outil merveilleux qui nous permet de mettre en lumière en fait l'unité consciente du vivant. Et c'est cette unité consciente du vivant que j'ai vraiment envie d'ouvrir aujourd'hui, là, maintenant, dans cette table ronde, et puis de vous demander d'arriver dans un nouveau voyage, de poursuivre ce voyage d'exploration en repoussant en fait un petit peu nos lignes d'horizon et en invitant maintenant au cœur de nos débats l'ensemble du vivant, dont le végétal fait bien sûr partie et dont les arbres font bien sûr partie. Ernst, pur produit académique scientifique, ça c'est certain. Ingénieur forestier, puisque tu es formé à l'École polytechnique fédérale de Zurich, docteur en sciences naturelles, et tu as même fait une thèse sur la morphologie des arbres et l'anatomie du bois. Tu es chef de projet de coopération entre la Suisse et le Rwanda sur les forêts naturelles et l'agroforesterie, professeur émérite en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. Tu donnes aussi des cours en sciences du bois à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et de Zurich. Et tu es l'auteur de ce livre, Les arbres, entre visible et invisible. Et ça fait une superbe transition sur ce dont tu vas nous parler, puisque tu vas nous parler des liens entre l'espèce humaine, mais également les arbres, ces liens qui nous unissent, et puis du cosmos à notre terre-mère. C'est large et varié. Je te laisse. Merci aussi de ma part pour cette invitation. Est-ce que je peux me mettre debout pour parler ? Bien sûr. C'est toujours plus agréable. Bonsoir. Pourquoi les arbres ? Pourquoi les plantes quand on parle de communication avec les animaux, avec l'animal ? En fait, les arbres, en plus du domaine végétal, c'est les grands protecteurs de la vie, en fait. Et ce sera la dernière partie de mon volet, de montrer à quel point la vie est sous la protection des arbres. Et si on va perpétuer la vie face aux changements qui sont en train de s'opérer, si on veut réussir notre transition écologique, ça sera en grande partie grâce aux arbres, grâce au partenariat avec les arbres. Ce dont j'aimerais parler ici, c'est juste 3 aspects liés aux arbres. Tout d'abord, quelle est encore la position des arbres dans les cultures qui ont réussi à travailler avec la nature et non contre la nature. Et quel est le statut des arbres dans ces expériences humaines qui existent en fait depuis des milliers d'années et qui nous enseignent beaucoup de choses. Deuxièmement, on parle de communication, c'est quelque chose qui a une dimension relativement horizontale, c'est de partenaire à partenaire. Les arbres sont aussi dans ce jeu de communication, mais ils ont une autre dimension de communication, c'est des communicateurs dans la verticalité, la dimension cosmique. Et nous-mêmes aussi, on est entièrement inscrits aussi dans cette dimension cosmique, et les arbres nous le font très bien comprendre, et on peut aussi le vérifier pour nous-mêmes. Pour ce deuxième volet, on va pouvoir parler d'irrationnel. Et c'est intéressant, ici, l'irrationnel fait irruption. Et c'est de manière très géométrique, très mathématique, qu'on peut le montrer avec les arbres. Et troisièmement, tout le tissu du vivant, toute cette enveloppe vivante qui entoure notre Terre, notre organisme Terre, est en fait constitué par ce tissu végétal avant tout, qui permet au tissu animal ou bien au mouvement des animaux de s'y épanouir. Voilà, au centre de la cosmogonie des peuples premiers, on a ça. Par exemple, les Pater Surui dans l'Amazonie brésilienne, ou les Ashaninka aussi au Pérou. C'est des peuples qui ont réussi à fonctionner avec la nature, qui vivent avec la forêt, de la forêt, sans détruire la forêt. Et ce qui est commun à toutes ces anciennes cultures, et la nôtre est comprise, lorsqu'on avait encore nos racines, ces anciennes cultures avaient un respect fondamental pour la nature, alors que la nature les nourrissait. Il n'y avait pas de prédation en tant que telle face à la nature, et c'était surplombé par un respect tout à fait naturel pour certains représentants de cette nature. Ici, on a la représentation du samauma, le capoquier, le silk cotton tree, qui surplombe la forêt amazonienne, et c'est une apparition absolument impressionnante.
Ça, c'est l'arbre sacré de ces peuples, de quelques-uns de ces peuples. D'autres peuples ont d'autres arbres sacrés, mais l'arbre fait partie vraiment du représentant du sacré pour ces peuples. Lorsqu'on s'approche de cet arbre, c'est une impression encore plus forte. C'est un arbre qui commence tout à fait à droite de cette image et qui finit presque à l'autre bout. Et là, vous voyez des enfants qui jouent dans les contreforts de ces racines. Ça, c'est un samauma gigantesque, mais ce n'est pas le seul. Il y en a beaucoup et chaque peuple reconnaît ses arbres mères. Voilà. Donc ici, on a un lien direct entre réussir un partenariat avec la nature et le respect face à la nature. Il y a certaines choses dans la nature auxquelles on ne touche pas. Ces arbres ne sont jamais abattus. On récolte les fruits, c'est du coton, donc très intéressant pour fabriquer des tissus. Mais c'est des arbres qu'on laisse vivre de leur vie naturelle. Ça, c'est un premier aspect pour cette communication. On l'a souvent entendu, c'est cette dimension de respect absolu, de ne pas vouloir influer sur le libre arbitre, même si c'est celui d'animaux. Et là, on peut se demander, est-ce qu'il y a aussi un libre arbitre des arbres ? C'est une question qu'on peut débattre. Nous-mêmes, on a eu nos arbres sacrés en Europe, surtout ici, en France, dans le pays des Gaulois. Moi, je viens du pays des Helvètes. Tout ça, c'est des peuples celtes. Et les Celtes avaient une vénération pour la nature. Ils vivaient de la nature, dans la nature, mais avaient une vénération pour la nature aussi extrêmement forte. Il y avait le peuple des Éburones, le peuple de l'If. Eburo, c'est la racine celtique de l'If. Il y avait le peuple des Éburovis. Les Éburones vivaient au nord de la France, près de la Belgique. Et les Éburovis, c'est les vainqueurs grâce à l'If. C'est puissant comme nom, un peuple qui s'identifie à un arbre et qui se sent fort et vainqueur grâce à la force de l'arbre. C'était ce qui a donné aujourd'hui le département de l'Eure. Eure a la même racine que Eburo. Le département de l'Eure, c'est le département de l'If. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'If encore actuellement dans ce département-là. Et le chef-lieu de l'Eure, c'est Évreux, c'est la ville de l'If. Et tout près, il y a Chartres. Voilà, ça nous permet de nous souvenir de nos anciennes racines et peut-être aussi de nous connecter avec cette force qu'un arbre peut nous donner lorsqu'on lui accorde un respect qu'il mérite. Le deuxième volet, c'est cette dimension verticale qui vit en nous, qui vit dans les animaux, mais que les végétaux montrent de manière évidente. C'est cette danse avec les astres, cette connexion au cosmos. Et là, vous avez de nouveau une sagesse ancienne, ces peuples anciens qui étaient directement liés à cette nature de manière très, très intime. Par exemple, les Lakota ou Sioux nous ont fait un lait tout à fait étrange à ce sujet-là. Prenez l'affirmation de Red Cloud qui disait du peuplier cotonnier que c'était un arbre, un bois qui ne pourrit pas et qui n'est jamais rongé. Sa feuille est le modèle de nos tipis, là on peut bien comprendre, et de nos mocassins. Là, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi, il y a encore un secret. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'il dit, à l'intérieur on trouve l'étoile du matin. Alors là, ça ressemble à ça. Le silk cotton tree, le cottonwood, le Populus deltoides, c'est donc l'arbre sacré des Lakota, a cette feuille avec cette forme typique. Et vous voyez sur deux images cette tige coupée transversalement. J'en ai coupé une ce matin en arrivant sur le boulevard Kennedy d'un autre peuplier. C'est aussi une étoile, un peu moins marquée que celle du deltoides. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Red Cloud dit que c'est l'étoile du matin, l'étoile du berger, alors que l'étoile du berger, c'est Vénus, c'est une planète, ce n'est pas une étoile. Mais lui associe Vénus à cette structure. Et ce qui est intéressant, c'est que la science réussit à montrer une dimension étonnante face à cette affirmation.
qui a à faire avec la physiologie de l'arbre, mais aussi avec sa structure. Dans la recherche, je ne vais pas rester là-dessus longtemps, on a travaillé sur la germination en phase avec les rythmes lunaires, sur les pulsations des troncs, sur les pulsations des bourgeons, en rythme avec les marées, sur le nombre d'or dans la structure des cônes. Tout ça, c'est des domaines qui relient l'arbre au cosmos. Je vais juste relever celui-ci, qui est très proche de ce que Clive Baxter a fait. C'est donc de l'électrobiologie des plantes. On met des électrodes sur les plantes, comme Baxter avait mis sur son Dracena et d'autres plantes dans ses yaourts. Là, on a aussi fait des expériences et une thèse sur l'électrobiologie de l'épicéa de Larol a montré que les structures en verre, les graphiques, les courbes en verre sur le bas de l'image, c'est la variation du potentiel électrique d'un arbre sur lequel vous mettez des électrodes. Vous pouvez faire ça simplement, vous mettez des électrodes sur une plante d'appartement, vous prenez un voltmètre et vous regardez combien de millivolts y a-t-il. Vous pouvez faire ça avec une pomme de terre même. Toutes les plantes, tous les organismes sont électriquement actifs, chargés. Sur les arbres aussi. Et cette thèse, après des millions de mesures, a réussi à montrer que ces variations de potentiel électrique en verre sont synchrones avec, tout en haut en rouge, les variations de gravimétrie, les marées lunaires gravimétriques, parce qu'on ne voit pas la mer avancer ou reculer, mais partout, à chaque instant, vous êtes dans une situation de marée montante ou descendante. Et l'arbre, électriquement, subit des marées tout à fait clairement autour de certaines phases lunaires en particulier. Et la courbe en bleu montre que l'atmosphère terrestre, je parlais de la Terre comme atmosphère, comme organisme, la Terre a aussi une pulsation des mers, mais aussi de l'atmosphère, comme une pulsation cardiaque. Voilà à quel point les arbres sont sensibles électriquement. Et lorsque vous prenez un cône, vous avez cette fabuleuse géométrie liée à la série de Fibonacci, une asymétrie du nombre d'écailles orientées vers la gauche, vers la droite, et le rapport entre deux chiffres successifs dans chaque cône, dans chaque fleur de tournesol ou dans chaque circe, est en fait dans le rapport du nombre d'or. 13 sur 8 ou 55 sur 34, ça se rapproche de plus en plus du nombre d'or. Et pour les mathématiciens, c'est intéressant de souligner que le nombre d'or, ce n'est pas un nombre normal comme les autres qu'on peut calculer simplement. C'est un nombre irrationnel, incalculable. On peut juste s'en approcher. C'est comme le nombre pi, c'est un autre nombre irrationnel. Et là, j'aimerais juste établir un tout petit lien avec la philosophie de la joie, qui a beaucoup à faire avec l'irrationnel. Frédéric Lenoir nous a bien montré comment Spinoza concevait les différents niveaux de conscience, et pour lui, le niveau le plus haut de conscience, c'était celui où la joie fait irruption dans la vie de l'homme grâce à l'irrationnel. Donc, au-delà du rationnel, pas contrairement, vous avez l'irruption de la joie. Et là, je pense qu'on a quelque chose d'essentiel à expérimenter, à approfondir. D'où vient la joie des enfants? Ça m'a toujours fasciné. Il n'y a rien de tel que d'aller dans une piscine un après-midi d'été et puis se laisser baigner par cette joie d'enfant. D'où tire-t-il cette joie? Moi, c'est une question fondamentale. Voilà, maintenant, vous avez ce nombre d'or qu'on retrouve dans les pommes, dans les roses, dans la structure du génome, de la matière génétique, de l'ADN. Et c'est la Terre et Vénus qui peuvent être observées. Ici, c'est la Terre en bleu, le petit point bleu au bout du segment vertical, et le point vert, c'est Vénus. Et un astronome amateur allemand a observé quel est le rapport entre la Terre et Vénus. Les deux tournent autour du Soleil à des vitesses différentes. C'est comme une danse. Lorsque vous dansez autour d'un orchestre, on connaît ça des bals de village, la Terre et Vénus sont plus ou moins proches, mais tournent en fait les unes autour des autres, et ça donne à peu près ceci. C'est un segment par jour. Après quelques jours, ça fait cette figure. C'est tout des figures virtuelles, invisibles, mais des mouvements réels. Ça continue, ça fait des boucles, des ouvertures, ça continue, c'est presque terminé.
Et voilà la rotation de Vénus autour de la Terre vue depuis en dessus du Soleil. Et voilà ce que la science est en train de découvrir sur l'astronomie. Hartmut Warm, vous pouvez voir ça aussi en live sur YouTube. Et là, c'est les plantes en connexion avec la Lune, avec les planètes. Certains rythmes lunaires connectent les plantes avec les planètes. Et maintenant, on a cette affirmation de ces cultures indiennes qui voient l'étoile du berger dans leur peuplier. Donc il faudrait maintenant faire la dernière étape, c'est électrobiologie du peuplier par rapport au rythme vénusien. Voilà, et finalement, un tissu d'énergie et de vie sur Terre, ces arbres qui permettent la vie des animaux et des humains. Qu'est-ce qu'ils représentent pour la Terre ? Un arbre, une forêt, ça forme un organisme qui a sa propre atmosphère, son propre espace intérieur qui garde son eau et qui redonne de l'eau lorsqu'il en a en suffisance, source des sources. Et finalement, les arbres et les forêts, c'est une enveloppe vivante de la Terre. La nature place des arbres partout où elle peut. Notez-vous bien ça. Partout où c'est possible, c'est les arbres qui prennent place. Et en dessus, on peut aménager des jardins et des cultures humaines et permettre au monde animal de s'épanouir. Et c'est important aussi pour la ceinture tropicale humide. Si il fait humide sous les tropiques, c'est parce qu'il y pousse des arbres, et ce n'est pas le contraire. Essentiel. Donc il faut maintenir absolument ces forêts. Et là, les messages de ces tissus forestiers, de cet enveloppe forestier, on en a parlé avant, c'est les odeurs, c'est les bruits, c'est les chants d'oiseaux. On a entendu parler de Sternheimer, des protéodies, et maintenant, on comprend qu'au-delà des protéodies que les hommes sont en train de découvrir pour influencer la croissance et la fabrication de certaines protéines, on a le monde magistral des protéides naturelles, c'est le monde des oiseaux, les chants d'oiseaux, les stridulations d'insectes. Ce que je recommande aux vignerons, plutôt que d'installer des appareils comme ça, c'est d'installer des haies dans leur culture de vigne pour faire entrer les protéodies naturelles, le concert naturel de la nature, pour purifier, pour animer et pour stimuler la croissance. Les oiseaux sont intéressés aussi à ce que ça pousse bien parce qu'ils y trouvent leur nourriture. C'est toujours un donner et un prendre. Voilà. Et en plus, les arbres, les ligneux sont très importants pour les bovins, par exemple. La vache est un animal forestier et il va falloir redonner à la vache l'entier de ses besoins physiologiques, c'est-à-dire ce que font les agroforestiers, les permaculteurs, c'est refaire des pâturages boisés où les vaches ont accès à leur nourriture fondamentale, c'est-à-dire aux ligneux. Les haies sont adorées par les vaches, elles mangent prioritairement ce qu'offrent les haies plutôt que ce qu'offrent les prés. Et ça, on l'a oublié dans l'élevage industriel, qui est une contrainte extrême. Donc cette viande de vaches qui ont pu se nourrir de ligneux est une viande qui est carrément médicinale. Je suis végétarien, je dis ça confortablement. Manger de la viande d'animaux heureux qui s'épanouissent dans des pâturages où il y a du boisé, où il y a des haies, des ligneux, contrairement à la viande. Et là, il y a plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Et la viande d'élevage industriel a beaucoup plus d'oméga 6, viande dangereuse. Voilà ce qui est aussi un apport des forêts et des arbres. Les bains de forêt, ce qui se pratique au Japon, je ne vais pas beaucoup ajouter à ça, vous le savez beaucoup, il y a plusieurs livres sur la table à ce sujet-là. Et c'est ainsi que j'aimerais juste clôturer, que la nature était considérée comme ressource par notre limitation de conscience, et maintenant on est en train de passer à une autre étape où la nature devient partenaire. Et j'aimerais soulever ce livre qui mériterait d'être traduit en français. C'est celui d'Andreas Schuchanke, Partnerschaft mit der Natur, Entscheidung für das kommende Jahrtausend. Décision pour le millénaire à venir. C'est lorsqu'on aura appris à être en partenariat avec la nature. Ce livre reste à traduire. Avis aux éditeurs amateurs. Merci. Ceux qui parlent allemand.